vivons un processus qu'on appelle depuis déjà longtemps l'innovation permanente, qui a consisté à bombarder d'innovation les sociétés pour toutes sortes de raisons, des raisons d'abord spéculatives, également pour des raisons, je dirais presque, de guerre psychologique. Un processus d'immense désorientation, le sentiment d'être en retard sur soi-même, sur le monde et sur toute chose, et à un moment donné, la perte de sens et l'angoisse. Ce que Naomi Klein appelait la stratégie du choc. Nous, aujourd'hui, nous vivons dans un système technique qui est en perpétuelle transformation. Il n'a plus aucune stabilité. Le problème qui se pose lorsque la technique se transforme ainsi rapidement, c'est que les systèmes sociaux, eux, doivent se transformer aussi pour s'ajuster avec les systèmes techniques. Les êtres humains ne cherchent pas l'innovation, ne veulent pas adopter de nouveaux produits. Ce que veulent les êtres humains, c'est maintenir les structures sociales dans lesquelles ils ont grandi. Or, ils savent très bien qu'introduire un nouvel objet technique dans une structure sociale, ça transforme la structure sociale. Le téléphone portable, la télévision, toutes les technologies contemporaines que nous pratiquons aujourd'hui sont en train d'exploser les structures sociales contemporaines. Normalement, les êtres humains ne désirent pas la marchandise. Les êtres humains désirent des objets spirituels, par exemple des divinités, des objets sexuels, leurs amoureuses, des objets familiaux, leurs enfants, des objets idéaux comme la justice, la nation, des choses comme ça. Mais en principe, dans la société occidentale jusqu'au début du XXe siècle, l'attachement aux objets, c'est vulgaire. À partir du XXe siècle, on va créer un attachement aux objets. On va faire de l'attachement aux objets la norme. Et on va faire en sorte de capter l'attention des individus à travers le cinéma, la radio, la télévision, les médias de masse, la publicité, le marketing, pour faire en sorte qu'ils accordent plus d'importance à leur téléphone portable qu'à leurs gosses. Plus d'importance à leur grosse bagnole 4x4 qu'à l'éducation de leur fils. C'est une manipulation de l'esprit pour faire en sorte que les êtres humains s'attachent à ce qui finalement n'a aucune valeur, puisque de toute façon, cette marchandise, à quoi est-elle destinée? À la casse. Tout ça, c'est le développement de ce qu'on appelle la société de consommation. À partir de là, ça va engendrer dans le monde anglo-saxon, du côté des partis de droite anglo-saxons, ça va engendrer une démarche, une stratégie qui va conduire à ce qu'on va appeler la mondialisation, la financiarisation et la révolution conservatrice. Et cette stratégie, elle va être portée dès les années 70 par toutes sortes, Christol et un certain nombre de penseurs néolibéraux. Elle va être surtout élaborée et conçue sur le plan intellectuel à Chicago par la fameuse école de Chicago avec Milton Friedman, mais elle va être concrétisée à partir de 1979 en Angleterre par Margaret Thatcher et en 1980 aux États-Unis par Ronald Reagan. En quoi consiste cette nouvelle stratégie? Elle consiste à dire, laissons tomber la production industrielle. De toute façon, c'est beaucoup d'ennuis. C'est des grèves, c'est des droits sociaux à négocier en permanence, etc. Laissons donc les nouveaux pays industriels produire à notre place. Donc, ne combattons pas la désindustrialisation, mais construisons un capitalisme financier qui contrôle tout ça au niveau planétaire. C'est ça qui va conduire à ce qu'on va appeler la mondialisation. Et dans ce contexte-là, Ronald Reagan va produire cette phrase célébrissime, le government is not the solution, it is a problem. Autrement dit, qu'est-ce que vont faire les néolibéraux à ce moment-là? Ils vont détruire la puissance publique. Et ils vont dire, maintenant, pour que la socialisation des productions industrielles se fasse, il ne faut plus passer par l'État, il faut passer par le marketing. Et c'est à ce moment-là que va se développer ce qu'on va appeler le marketing stratégique. Et que d'autre part, les grandes puissances vont devenir non pas des États, mais des groupes multinationaux. Ces groupes multinationaux vont décider de la pluie et du beau temps. Ils vont imposer aux sociétés partout dans le monde, en tenant aucun compte des localités, leurs modèles de développement, qui sont des modèles spéculatifs et non plus des modèles d'investissement. Ça va conduire à des structures capitalistiques purement spéculatives, les hedge funds et toutes sortes d'autres structures de ce type-là, qui vont se désolidariser complètement des structures entrepreneuriales, qui ne vont plus du tout s'intéresser à des projets d'entreprise, par exemple dans le style de ce que pouvait avoir en tête Henry Ford, mais ils vont exclusivement s'intéresser à des coûts que l'on peut faire sur des modèles de production pour faire
ce qu'on appelle dans le monde du casino des allers-retours. Faire un aller-retour au casino, ça veut dire faire un coup, bluffer, gagner beaucoup d'argent et repartir. Et ça devient la règle du capitalisme financiarisé. Et ça va conduire à une société absolument insoutenable. Pourquoi est-ce qu'elle va devenir insoutenable? Parce que du coup, il va y avoir une accélération du transfert de technologie qui va faire que là où il fallait, il y a encore quelques décennies, 15, 20, 25, 30 ans pour socialiser une technologie, le TGV par exemple, on va mettre en place des processus de transfert tellement rapides qu'on va voir émerger des technologies en l'espace de 2 ans qui vont se développer, qui vont proliférer, qui vont faire gagner énormément d'argent à des spéculateurs et qui vont disparaître. Et ça va produire une société qui n'arrête plus de se transformer, mais où les gens n'ont plus du tout le temps de s'approprier les transformations. Une société humaine, c'est une société qui est basée sur un système technique. Ce système technique, pour qu'il se développe sainement, il faut que les individus se l'approprient. L'idée du progrès, c'était ça. L'idée du progrès, consistait à dire qu'il soit conçu par des gens de droite ou par des gens de gauche, c'était de dire le progrès technique, ça permet de produire du progrès social. Le progrès social, c'est plus de justice sociale, plus d'éducation, plus de culture, une vie plus longue, etc., etc. Tout cela constituant donc une augmentation de l'individuation psychique et collective des individus et des groupes sociaux. Et ça, c'est ce qui a régi pendant 2 siècles le développement de la société industrielle. Ça, c'est ce que la révolution conservatrice a détruit. La conséquence, c'est qu'on n'a aucune capacité de se projeter dans le temps, qu'on vit dans l'immédiateté permanente, et que, du coup, on navigue à vue. Qu'est-ce qui est en jeu derrière tout ça? Ce qui est en jeu derrière tout ça, c'est un rapport au temps du capital. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un capital qui n'investit plus. C'est un capital purement spéculatif. Depuis 2008, ce modèle a craqué et il n'est plus viable. Parce qu'en plus, c'est un modèle ultra toxique qui pollue la planète, qui pollue l'esprit des gens, qui rend l'éducation quasiment impossible. Le problème des parents aujourd'hui, c'est de ne plus pouvoir élever leurs enfants. Parce que même s'ils veulent absolument, même si ce sont des parents extrêmement attentifs à leur progéniture, eh bien, ils sont face à la concurrence d'Apple, des jeux vidéo, de Facebook, de toutes ces sollicitations constantes et qui envahissent tous les milieux sociaux de la jeunesse. Moi, j'ai une fille qui a 14 ans, je me bats pour qu'elle n'aille pas sur Facebook. Et c'est un combat très, très, très difficile, peut-être perdu d'avance. Mais s'il n'y avait que Facebook, ce ne serait pas grave. C'est tout, absolument tout. Alors, tout ça fait que le long terme, c'est totalement perdu. Tout le monde sait que ce modèle industriel actuel est obsolète, mais personne n'ose dire on va investir dans le long terme pour entrer dans un nouveau modèle. Parce que la population, l'opinion publique est devenue ultra court-termiste, elle est devenue en fait ultra pulsionnelle, elle ne fait plus que réagir à l'immédiateté, et donc les hommes politiques se calent sur cette temporalité-là, ce qui fait que l'angoisse augmente encore, parce que en même temps, les gens sont multidimensionnels, ils sont ainsi, mais ils voudraient être autrement. Tout le monde sait bien, par exemple, tout le monde est confronté aujourd'hui, plus ou moins, à l'idée que je vis comme ça, mais je devrais vivre autrement. Le savoir, c'est ce qui donne de la saveur. Le mot savoir, ça vient du latin sapere. Une vie sapide, c'est une vie qui a du goût. Une vie qui a du goût, c'est une vie où il y a du savoir. Ce savoir n'est pas forcément un grand savoir théorique. Ça peut être savoir jouer aux échecs, savoir faire la cuisine, savoir cultiver son jardin, savoir élever ses enfants. Toutes sortes de savoirs. Mais à partir du moment où on a un savoir, et qu'on peut le développer, le pratiquer dans la vie, et qu'on a de quoi manger, et qu'on a de quoi à peu près vivre, on n'est pas malheureux. Si nous ne trouvons pas des solutions industrielles à la crise actuelle, nous allons direct à la guerre mondiale, tout simplement. Parce que nous allons à l'explosion de la crise du chômage, qui a déjà atteint 25% de la population en Espagne, 50% de la jeunesse, et ça n'est qu'un début. Et nous allons nous retrouver dans des situations de tension sociale telles qu'elles n'auront aucune autre possibilité de résolution que l'extrême violence. Et une violence qui sera une violence d'État. On retournera à la violence d'État.
à ce qui avait précédé la Deuxième Guerre mondiale en Europe, par exemple. Tant qu'il n'y aura pas une perspective planétaire à l'horizon crédible. Donc pour moi, décroissance et autres zones de décélération, je n'y crois pas du tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas ralentir. Ce que je suis en train de dire, c'est que le problème, ça n'est pas celui-là. Le problème, c'est l'organisation économique et sociale. Nous allons vers une société hyper automatisée. Une société qui va produire ce que j'appelle l'automatisation généralisée. Elle est déjà très avancée. La plupart des choses que nous faisons sont assistées par des automates. Nous nous en rendons même plus compte. Usine sans ouvriers, magasin sans caissière. Mais alors, effectivement, où les gens vont-ils trouver l'argent pour consommer ? Où les gens vont-ils trouver l'argent pour consommer ou pour quoi faire ? Ou pour peut-être faire autre chose que consommer, justement. En tout cas, ce qui est évident, c'est que l'automatisation conduit à un énorme paradoxe. À savoir que le modèle qui était le modèle qui s'est formé au XXe siècle, qui est que les producteurs deviennent aussi des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat et qu'à travers leur pouvoir d'achat, ils peuvent donc faire fonctionner le cycle de la consommation, eh bien ça, avec l'automatisation, ça ne marche plus. Parce que d'où vont trouver l'argent les gens qui ne vont plus dans les usines ? Ça, c'est la question. Moi, je pense que c'est très très bien qu'il y ait des robots dans les usines. À condition que l'on développe des moyens d'investissement très importants qui servent à développer de nouvelles formes de savoir chez les gens. Et pour produire de nouvelles formes d'activités, qui ne sont plus des activités simplement de consommation, qui ne sont plus simplement des activités de production, mais qui sont des activités sociales, et qui vont produire ce que je vais appeler de l'innovation sociale. Donc la question d'aujourd'hui, c'est comment, avec les automates qui se développent maintenant, on va être capable de produire des processus de déprolétarisation. Déprolétarisation, ça veut dire reconstruire des communautés de savoir avec les technologies contemporaines, par exemple avec les Fab Labs, par exemple avec le logiciel libre, par exemple avec les communautés apprenantes de wiki, etc. En développement du savoir, de nouvelles formes de savoir. Cette nouvelle révolution industrielle, elle repose sur le partage du savoir. Et elle repose sur le développement de l'automatisme au service de la constitution de société de savoir. La vraie question, c'est de repenser la totalité de la production industrielle selon un nouveau modèle, et qui est un modèle de partage du savoir. Et du coup, des ressources, qui évidemment reposent sur, par exemple, la suspension du salariat, l'allocation de ressources universelles pour tout le monde, la redistribution des gains de l'automatisation pour que les gens puissent développer des savoirs et que ces formes de savoir nouvelles produisent de nouvelles formes de société et que ces nouvelles formes de société produisent une nouvelle forme de soutenabilité, de durabilité. C'est la seule chose qui ne soit pas utopique. C'est la seule chose qui ne soit pas utopique, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça, le système va s'écrouler. On n'a plus le choix. Le système n'est plus du tout solvable. Qu'est-ce que c'est que la solvabilité ? C'est le crédit. Qu'est-ce que c'est que le crédit ? C'est la croyance. Qu'est-ce que c'est que la croyance ? C'est la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance ? C'est la confiance dans l'avenir. Personne n'a confiance dans l'avenir aujourd'hui. Absolument personne. Et donc ça ne peut pas marcher. Donc la seule chose qui ne soit pas utopique, c'est de dire on va reconstruire de la confiance, du crédit, de la croyance, du désir. Et pour ça, on va projeter un projet à long terme désirable par tout le monde et on va s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, ça veut dire taxer les flux financiers spéculatifs, non pas du tout pour dire on va, créer des économies vertes, etc. Bien entendu, il faut créer des économies vertes. Mais en ce moment, aujourd'hui, tout le monde dit la transition industrielle, c'est la transition vers les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est 1% du problème. C'est un tout petit problème, les énergies renouvelables. Le problème est beaucoup plus grave que ça. Le vrai problème, c'est l'énergie libidinale renouvelable. La vraie question, c'est pas comment je vais retrouver du pétrole, etc. Ça, on trouvera des solutions. À partir du moment où on aura décidé, où une puissance publique internationale, peut-être même planétaire, décidera que oui, le photovoltaïque va devenir effectivement rentable, etc., il le sera. Parce que c'est de toute façon uniquement une question d'économie d'échelle, donc de choix industriel. C'est uniquement un problème de choix industriel. Il faut arrêter de laisser le marché décider par rapport à ça. Ça ne peut pas être. Le marché ne produit que de l'insolvabilité aujourd'hui. Aujourd'hui, la vitesse nous fait faire du surplace. C'est-à-dire que plus on va vite, plus on reste sur place. Plus on reste collé dans l'immédiat. Le problème, ce n'est pas de décélérer, c'est d'anticiper.
Le problème, ça n'est pas de dire on va ralentir, c'est de dire on va se projeter dans l'avenir. Ce qui est très important, c'est de reconstruire l'anticipation, c'est de recommencer à élaborer des projets, et pour ça, il faut refaire de la politique, il faut refaire de l'économie politique, il faut refaire de la planification, mais ça peut très très bien se reconstituer. Pourquoi est-ce que ça peut se reconstituer? Dans les communautés que j'appelle de l'économie contributive, des gens travaillent ensemble qui ont des projets. Ils élaborent des projets à long terme. Ce qui les fait travailler, ce n'est pas le désir de gagner de l'argent, d'obtenir de la reconnaissance, ce n'est pas du tout la compétition avec les autres, c'est le seul plaisir de faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, nous vivons avec le numérique dans quelque chose qu'on appelle l'économie des data. Ça produit énormément de valeur. L'avenir est là. Il est dans la construction de nouvelles valeurs, de nouveaux types de valeurs à travers ces technologies. Et ça constitue un avenir industriel. Et c'est la seule rationalité qui soit se trouve là.